Alors bonjour et bienvenue. Donc je suis heureuse de vous accueillir sur une nouvelle conférence du sommet TDAH adulte, le TDAH de l'adulte. Et donc aujourd'hui, donc je reçois Nicole Schmidt de la Brilly. Et avec Nicole, donc on va plutôt parler du TDAH, le TDAH qui commence effectivement dans l'enfance et comprendre les trajectoires du développement. En fait, l'objectif est vraiment de montrer comment le TDAH évolue de l'enfance à l'âge adulte, quels signes précoces étaient présents pendant l'enfance, évidemment, et pourquoi certains symptômes changent après, avec le temps, en fait. Donc, on va voir tout ça avec toi. Donc, c'est une conférence que tu as déjà enregistrée. Je te laisse juste introduire la conférence et puis te présenter, puis après on lancera la conférence et on se retrouvera après. Eh bien, merci Fabienne et bonjour à tout le monde. Et effectivement, donc je suis médecin pédiatre, donc c'est peut-être étonnant de voir que j'interviens dans une présentation sur une pathologie de l'adulte, mais je pense vraiment que c'est un trouble du neurodéveloppement, donc ça commence dans les jeunes âges, c'est repéré ou pas. Et dans ma carrière, après avoir été médecin hospitalier, passionné par les pathologies physiques, je me suis de plus en plus orientée vers tout ce qui est du handicap et maintenant du neurodéveloppement. Et je vois bien que aider un enfant à grandir, c'est aider non pas seulement un corps, mais tout un développement global, cognitif, émotionnel et relationnel. Et donc, je pense que vraiment les parents sont souvent, au moment de la découverte d'un TDAH de leur enfant, eh bien, eux-mêmes se disent, mais au fait, ce qu'il vit notre enfant, ça nous rappelle ce que nous avons vécu, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes choses et que c'est souvent par ce biais-là que je vois des parents découvrir leur propre TDAH. Et donc, ce sont souvent ce qu'on appelle des souffrances invisibles qui peuvent marquer en profondeur parce qu'on ne les repère pas dans le temps et notamment chez les filles qui justement ne sont pas dans des manifestations d'hyperactivité physique ou d'impulsivité, mais qui sont plus réservées. Et donc, on va dire, ah ben, c'est une enfant difficile ou elle manque de volonté. Et c'est dans un enfant qu'on n'écoute pas bien. Et quand on n'écoute pas bien les enfants, ben, ils deviennent des adultes qui ne s'écoutent pas non plus. Alors, j'ai proposé donc de reprendre effectivement cette trajectoire, souvent faite de fatigue, de culpabilité, de tentative d'adaptation. Et donc, je l'ai appelée Racine pour justement repartir de cette base un peu cachée qu'on ne voit pas et qui pourtant construit l'adulte de demain. Et donc, souvent, les adultes se disent, mais si tout ça, ça avait commencé bien plus tôt. Et donc, c'est pas la formation, c'est pas une formation sur le TDAH de l'enfant ou le TDAH de l'adulte, c'est voir un peu ce défilé de l'un à l'autre. C'est une exploration, on va dire, un peu intime pour comprendre ce que le TDAH non reconnu peut laisser comme empreinte à l'âge adulte. Et donc, c'est vraiment introduire ce qui sera la prochaine formation sur justement comment réparer tous ces traumatismes invisibles qui sont apparus dans l'âge adulte et qui ont fait leur chemin qui sont apparus à l'âge de l'enfance et qui ont fait leur chemin à l'âge adulte. Je pense que c'est intéressant de comprendre ça parce que c'est se comprendre aussi, non seulement comprendre les difficultés qu'on a, mais se comprendre profondément et surtout pouvoir réparer ça. On peut soigner le TDAH, mais on peut aussi réparer toutes ces fragilités qu'on a eues tout au long d'un long parcours. C'est ça. Bah, écoute, merci Nicole. Donc on vous laisse écouter la conférence qui a préenregistré Nicole et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans cette présentation sur les racines du TDAH de l'adulte, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'adulte, comment on s'en fait dans l'enfance. Il est important de comprendre les trajectoires de développement. C'est un trouble du neurodéveloppement qui évolue donc de l'enfance à l'âge adulte. Les signes précoces sont souvent présents mais pas forcément reconnus et quelquefois donc le TDAH de l'adulte n'est découvert que tardivement alors que certains symptômes existaient déjà dès l'enfance. C'est ce que nous allons voir. Ces symptômes existent, évoluent avec le temps. Il y a moins d'hyperactivité motrice, il y a plus de troubles émotionnels. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, je suis Nicole Schmidt de la Brilly, je suis médecin pédiatre. Et en tant que médecin pédiatre spécialiste des troubles du neurodéveloppement, je vois beaucoup d'enfants ou d'adolescents présentant ces troubles
déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est souvent à l'occasion des diagnostics portés pour les enfants que les parents, notamment les mamans, découvrent qu'elles-mêmes ont des signes tout à fait similaires qu'elles en avaient eu dans leur enfance et que c'est peut-être aussi un TDAH. Eh bien, c'est ce que nous proposons de découvrir actuellement. Alors, je l'ai appelé Racine car je décline cette formation selon les lettres de cet acronyme Racine. Relire son passé, analyser les premiers signes, comprendre l'évolution des symptômes, identifier les impacts invisibles, nommer les besoins et éclairer le diagnostic adulte. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier et puis vous féliciter parce que vous avez choisi donc de comprendre ce qu'est le TDAH, d'où il vient, et pas juste simplement de compenser les signes. Et rien que ce choix-là, de chercher les racines plutôt que de colmater, c'est déjà un acte fort, lucide et courageux. En choisissant de remonter à l'origine de vos difficultés, plutôt que de rester focalisé sur leurs manifestations actuelles, vous adoptez une posture développementale essentielle. Et c'est exactement cette démarche qui permet un diagnostic plus juste, une compréhension plus fine et des changements plus durables. Alors j'ai choisi de vous présenter cette conférence sous forme d'une carte mentale, qu'on appelle aussi quelquefois une carte heuristique. Pourquoi? Parce que si vous êtes concerné par le TDAH, comme beaucoup d'adultes ici, vous avez peut-être, comme moi, une pensée en arborescence, rapide et intuitive. Je me sers en permanence des cartes mentales. Ce format permet de visualiser d'un seul coup d'œil tout le propos, sans se perdre dans une suite de diapositives. C'est un choix pédagogique, mais c'est aussi un clin d'œil à nos cerveaux atypiques. Vous connaissez sans doute cette pyramide d'Edgar Dale qui dit que nous suivons des canaux attentionnels. Lorsque nous lisons, que nous prenons des notes et que nous écoutons en même temps, nous pouvons garder 20 à 30% de ce que nous apprenons. Mais lorsqu'en même temps nous discutons, nous mettons en pratique et éventuellement que nous formons d'autres personnes, à ce moment-là, les capacités de rétention sont bien plus grandes, de l'ordre de 90%. Eh bien, avec cette carte mentale que je vous filme, eh bien, vous pouvez déjà utiliser 3 canaux attentionnels, la lecture, l'audio et le visuel. Et puis, cette façon de faire aussi vous permet, puisque c'est en vidéo, de faire des pauses, de revenir en arrière, sans être obligé de tout réécouter, puisque vous voyez le texte en même temps. C'est coloré, c'est ludique, c'est sympathique. J'espère que vous apprécierez. Ce format n'est pas un simple choix graphique, c'est un message en soi, car il respecte votre fonctionnement et vous aide à vous orienter autrement. Alors, effectivement, le TDAH, c'est souvent une histoire qui se répète. Voici cette maman qui regarde avec étonnement et attendrissement cet enfant qui, à la fin du repas, est un peu rêveur. Imaginez, il est 20h30, c'est la fin du dîner. Vous venez vous-même de vous rendre compte que vous avez oublié de signer le carnet de liaison de votre enfant, de sortir les vêtements pour demain et que le lave-vaisselle n'a pas été lancé. Et pourtant, vous avez l'impression de courir toute la journée. Vous vous asseyez, vidé, la tête remplie de listes que vous n'avez jamais le temps d'écrire, et un regard sur votre fils qui paraît distrait, et une pensée vous traverse, mais je crois bien qu'il me ressemble, sauf que lui, on l'a déjà identifié. Vous, on vous a juste dit que vous étiez rêveuse, désorganisée ou trop émotive. Et si ce que vous viviez aujourd'hui avait des racines bien plus anciennes qu'on ne vous l'a jamais dit? Dans cette présentation, nous allons explorer un fil oublié, un fil d'Ariane, celui du TDAH de l'enfant qui devient adulte. Vous allez découvrir comment certains signes, souvent banalisés dans l'enfance, expliquent ce que vous ressentez aujourd'hui. Cette surcharge mentale, ce doute diffus, cette sensation d'être toujours en décalage. Pour cela, je vous guiderai à travers une carte visuelle. Et ce que vous allez comprendre ici changera la façon dont vous relirez votre parcours. Et cela vous aidera à poser des mots justes, pas seulement ce que vous êtes, mais ce que vous avez vécu. Après cette formation, vous saurez mieux expliquer pourquoi certaines situations vous épuisent autant, pourquoi vous avez ce besoin constant d'anticiper, de surveiller, sans jamais avoir l'impression de contrôler. Vous comprendrez aussi pourquoi les réactions de votre enfant résonnent si fort en vous. Et surtout, vous pourrez commencer à parler de votre propre parcours sans honte, avec des mots simples et justes, parce que vous saurez enfin que votre histoire a une logique et qu'elle mérite d'être reconnue. Pour avancer dans cette exploration, j'ai choisi de vous guider à travers une arborescence claire en 6 étapes. Nous allons suivre le mot racine, parce que comprendre le TDAH adulte, c'est souvent revenir à ce qui a poussé en silence, parfois de travers,
mais qui peut être encore compris et redressé. R, comme relire son passé, pour retrouver le fil là où il s'est emmêlé. A, comme analyser les premiers signes, ceux qui étaient là mais qu'on n'avait pas su nommer. C, comme comprendre l'évolution des symptômes, pour voir comment le trouble se transforme et pourquoi. I, comme identifier les impacts invisibles, les marques laissées par l'absence de mots, de reconnaissance, de soins. N, comme nommer les besoins non entendus, car sans mots justes, on agit contre soi sans le savoir. Et E, enfin, comme éclairer le diagnostic adulte pour poser des repères solides et ne plus confondre ce que l'on est avec ce que l'on a vécu. Alors commençons par relire notre passé. Relire son passé, ce n'est pas regretter, c'est enfin poser un regard informé, apaisé, sur une histoire qu'on a souvent traversée sans les bons mots. Vous avez peut-être grandi avec cette impression diffuse d'être trop, d'être ailleurs ou de ne pas être comme il faut. Vous étiez cette enfant brillante, mais distraite, rêveuse, débordée, enthousiaste, mais vite submergée. Et comme personne n'a nommé ce fonctionnement, vous avez fait ce que beaucoup font, vous avez compensé, vous avez masqué, vous avez serré les dents, jusqu'à ce que ça craque. Dans cette section, nous allons justement reprendre le fil de cette histoire trop longtemps décousue. Non pas pour réécrire l'enfance, mais pour la relire avec les bonnes lunettes, celles du développement du cerveau, des signes cliniques précoces et du parcours d'une petite fille ou d'un petit garçon TDAH que personne n'a su reconnaître à temps. Car ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas un mystère, c'est la suite logique d'un scénario mal compris. Et tant que ce scénario reste flou, le diagnostic adulte ne peut être que partiel ou erroné. Alors je vais vous parler d'une histoire vraie d'Alice, qui a 49 ans. Voici ce qu'elle dit. « J'étais une tête brûlée, accro à l'adrénaline, toujours en action. Quand Alice prononce ces mots, elle ne parle pas de son adolescence, mais de sa vie d'adulte, de manageuse dans le secteur culturel. Elle a mené sa carrière tambour battant, enchaîné des projets, pris des risques, monté des équipes, jusqu'au jour où tout son corps a dit stop. Un burn-out brutal, incompréhensible pour son entourage, mais pas pour elle. C'est à ce moment-là que, presque par hasard, en accompagnant sa fille en cours de diagnostic, elle a commencé à se poser des questions sur son propre fonctionnement. Ce besoin constant de stimulation, ce sentiment de ne jamais suffire, cette mémoire à trous qui l'angoisse, cette tension intérieure qu'elle croyait normale. Le diagnostic de TDAH, posé à 49 ans, a été un électrochoc. Non pas un choc douloureux, un soulagement, car soudain, son histoire s'éclairait. Son enfance de petite fille vive, remuante, pleine d'idées, mais difficile à canaliser. Son adolescence turbulente, ses élans amoureux, ses ruptures, ses excès. Tout ce qui semblait n'être que du caractère prenait un sens. Un fil rouge apparaissait. Et avec ce fil, une sorte de tendresse. Non pas de la complaisance, de la compréhension. Celle qu'elle aurait tant voulu recevoir, petite. Celle qu'elle peut aujourd'hui transmettre à ses filles sans honte ni peur. Avec ce diagnostic, j'ai cessé de me demander ce qui n'allait pas chez moi. J'ai commencé à me demander ce dont j'avais eu besoin. Vous retrouverez cette présentation sur Hello Work, diagnostiquée TDAH à 49 ans, elle revient sur son parcours professionnel. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce parcours d'Alice? Eh bien, ce qu'Alice a vécu, ce n'est pas une exception. C'est un schéma fréquent chez les adultes TDAH non diagnostiqués. Un passé rempli de signaux faibles, souvent mal lus, minimisés ou attribués à des traits de personnalité, qui ne prennent sens qu'à la lumière d'un diagnostic tardif. Ce qui a permis à Alice d'accéder à cette compréhension, ce n'est pas une liste de symptômes, c'est la relecture structurée de son propre parcours, accompagnée par un professionnel. Cette relecture, ce que nous appelons l'anamnèse, c'est l'un des outils les plus puissants que nous ayons dans l'évaluation du TDAH adulte. Elle permet de recontextualiser les difficultés actuelles comme la suite logique d'un développement atypique et non comme des failles personnelles, de mettre au jour des stratégies de compensation précoce, souvent brillantes mais coûteuses, et d'identifier ce qui a été refoulé, suradapté ou mal compris, chez l'enfant que l'on a été, mais aussi dans les regards que l'on a reçus. Et pour vous, et pour tant d'autres, relire le passé, ce n'est pas ruminer, c'est retrouver une cohérence intime, légitimer une fatigue ancienne et ouvrir enfin
un espace de paix intérieure. C'est souvent là que le vrai travail de réparation peut commencer. Alors on a vu R relire son passé et maintenant analyser les premiers signes. Eh bien l'objectif c'est de comprendre pourquoi les premiers signes du TDAH passent souvent inaperçus dans l'enfance, en particulier chez les filles ou chez les enfants à haut potentiel, et d'apprendre à les reconnaître aujourd'hui dans votre propre souvenir. Cette étape est essentielle pour construire une anamnèse solide, poser un diagnostic juste et cesser de douter de ce que vous avez toujours ressenti sans pouvoir le nommer. Pourquoi ces signes sont souvent passés inaperçus? Eh bien, le TDAH n'a pas toujours eu la forme qu'on lui prête. On pense à l'enfant agité qui coupe la parole, qui grimpe sur les murs et qui dérange toute la classe. Mais dans la réalité, beaucoup de TDAH sont silencieux, masqués ou suradaptés et donc ignorés. Et chez les filles, les signes sont souvent internes, rêveries fréquentes, une anxiété, un besoin d'anticipation, une certaine inhibition, un perfectionnisme précoce, des comportements qui rassurent les adultes, mais qui dissimulent une lutte intérieure intense. On parle ici d'hypercompensation silencieuse. Et chez les enfants à haut potentiel ou les enfants très scolaires, le TDAH est camouflé par les résultats. Elles travaillent bien, ils participent beaucoup, on voit la performance, mais pas le coût cognitif ou émotionnel. Et donc surtout, on félicite ce qui finalement épuise. Enfin, dans de nombreuses familles ou dans certaines écoles, où les émotions sont peu accueillies ou mal comprises, les signes sont minimisés, normalisés ou attribués à un manque de volonté. Elle est distraite, ou il est trop sensible. Elle veut juste attirer l'attention. Mais ce que vous ressentiez n'était pas une exagération, c'était un fonctionnement neurologique atypique, pas encore reconnu, pas encore nommé. Ce n'est pas vous qui avez manqué quelque chose, c'est le cadre autour qui n'était pas prêt. Alors quels sont les signes précoces? Voici quelques manifestations typiques du TDAH infantile, souvent retrouvées a posteriori dans les parcours d'adultes aujourd'hui diagnostiqués. C'est peut-être une inattention, une perte fréquente des objets, des difficultés à suivre les consignes, des lenteurs apparentes, des oublis réguliers, oublie ses vêtements, les instructions, les devoirs. Une hyperactivité qui peut être masquée, c'est une agitation intérieure, un besoin constant de bouger, une impatience, un bavardage incessant. Ça peut être aussi des signes d'impulsivité, des interruptions fréquentes, des réponses précipitées, parfois des colères soudaines, des difficultés à attendre son tour. C'est également une dysrégulation émotionnelle. C'est un mot vraiment qu'on va retrouver tout au long de ce parcours. Des crises disproportionnées, une hypersensibilité aux injustices, des passages rapides d'un état émotionnel à un autre. C'est également quelques comportements d'évitement des procrastinations scolaires, parfois des décrochages partiels, des stratégies d'évitement camouflées. Pas son devoir de maths, on dit je n'aime pas les maths, mais on fait parce qu'on en a un peu peur. Et puis des stratégies de suradaptation, un surcontrôle, une anticipation permanente, un besoin de perfection et de validation excessive. Alors je vous dis ça en m'appuyant sur des études scientifiques. Tout d'abord, eh bien, la version actuelle, le DSM-5, qui précise que pour poser un diagnostic de TDAH, certains signes doivent avoir été présents avant l'âge de 12 ans, même s'ils n'ont pas été identifiés à l'époque. On distingue 3 formes cliniques, une forme à prédominance inattentive, une forme à prédominance hyperactive impulsive et une forme mixte. Une étude du Centre de contrôle des maladies, en 2011, a montré que les formes prédominantes inattentives sont significativement sous-diagnostiquées, en particulier chez les filles, alors même qu'elles entraînent une détresse comparable. Vous avez ici les références. Par ailleurs, des travaux de Himshaw et Ellison ont montré que les femmes diagnostiquées tardivement présentent souvent des parcours scolaires apparemment bons, mais qu'elles les ont vécus comme éprouvants et instables. Voilà la référence. Sous-diagnostiquées et sous-traitées, les filles atteintes de TDAH sont confrontées à des risques distincts. Alors voici une petite anecdote de nouveau retrouvée sur le site de TDAH France. J'étais diagnostiquée, dit une femme, à 42 ans. C'est en accompagnant mon fils qu'un médecin m'a dit « Mais vous aussi, vous en avez tout le profil ».
J'ai d'abord ri, puis j'ai pleuré. J'ai repensé à cette petite fille qui se faisait gronder parce qu'elle perdait ses crayons tous les jours, à l'adolescente qui révisait toute la nuit en pleurant, et à l'adulte qui s'épuise encore à tout planifier pour ne rien oublier. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était du TDAH, et personne ne l'avait vu. Alors passons maintenant au C, les racines, comprendre l'évolution des symptômes. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre que le TDAH ne disparaît pas avec l'âge, il change de forme. L'enfant turbulent rêveur ne devient pas guéri, il devient un adulte qui s'épuise à compenser. Et reconnaître cette évolution, c'est cesser de vous demander pourquoi je n'y arrive pas alors que je suis adulte. Et c'est aussi commencer à comprendre ce que vous portez depuis longtemps sans le savoir. Alors souvent, on pense que le TDAH disparaît avec l'âge, qu'il passait à l'adolescence. En réalité, ce sont les manifestations visibles qui changent, pas le fonctionnement sous-jacent. L'hyperactivité motrice de l'enfant devient souvent une agitation mentale chez l'adulte. Des pensées en boucle, une impossibilité à se poser, une tension intérieure quasi permanente. Les oublis scolaires deviennent des difficultés à planifier, à gérer les priorités, à tenir un agenda. Les colères soudaines peuvent se transformer en irritabilité chronique, en repli ou en instabilité relationnelle. Et aussi, les études précisent ça. Les études longitudinales montrent que 60 à 80% des enfants avec un TDAH présentent encore des symptômes significatifs à l'âge adulte, même si le tableau clinique évolue. L'étude de Shaw en 2007 a mis en évidence par imagerie cérébrale un retard de maturation du cortex préfrontal chez les enfants avec un TDAH. Ce cortex préfrontal, donc qui se situe au niveau du front, est une zone clé, car c'est par ce cortex que l'on arrive à planifier, à réguler ses émotions. Ce contrôle inhibiteur permet d'inhiber ce qui nous parasite et de pouvoir se concentrer. Ce retard peut persister à l'adolescence et à l'âge adulte, même si l'apparence extérieure change. L'autre étude de Berkeley insiste sur le fait que le TDAH ne se caractérise plus forcément par une agitation physique, mais par des troubles de l'autorégulation. Il y a toujours une impulsivité, mais dans la parole ou dans les décisions, des difficultés à maintenir une attention soutenue, ou à gérer des émotions, ou à tenir dans la durée. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon claire à l'âge adulte? Voici un petit tableau explicatif. L'enfant qui bouge beaucoup va devenir un adulte qui a des pensées agitées, un adulte multitâche. L'enfant qui interrompait en classe va être un adulte qui va interrompre dans les réunions. Celui qui perdait ses affaires scolaires va oublier les rendez-vous, va avoir des difficultés à gérer ses mails. Celui qui avait des rêveries fréquentes, bien il va avoir du mal à rester concentré sur une tâche intellectuelle. Celui qui avait des colères explosives va être plutôt irritable, avoir une auto-accusation, des crises intérieures. Et cet enfant qui avait besoin de bouger et de courir, eh bien maintenant adulte, il a besoin de changer de projet, parfois de procrastiner. Donc vous comprenez, c'est le même fonctionnement, mais c'est une nouvelle forme. C'est ce qui rend le TDAH adulte si difficile à repérer sans une approche développementale. Voici encore un exemple, toujours tiré de ce témoignage documentaire. Avant, je faisais 10 pas par minute. Aujourd'hui, c'est dans ma tête que ça court. Je peux avoir l'air calme, mais à l'intérieur, ça ne s'arrête jamais. Alors comprendre cette évolution n'est pas qu'une curiosité clinique. C'est ce qui vous permettra d'arrêter de vous juger avec les mauvais critères. Si vous continuez à vous comparer à ce que vous étiez avant, ou à ce que vous croyez qu'un adulte normal devrait faire, vous resterez dans le doute. En reconnaissant que les formes ont changé, vous pouvez enfin adapter vos repères et poser un regard plus juste sur vos forces comme sur vos fatigues. Il reste maintenant à identifier ces impacts invisibles. Alors l'objectif, c'est de vous aider à mettre des mots sur ce que vous avez peut-être subi sans jamais le nommer. La fatigue chronique, la honte, la sensation d'être toujours en décalage, ce ne sont pas des traits de caractère ni un manque de volonté, ce sont les traces silencieuses laissées par un TDAH non reconnu. Et en les identifiant, vous commencez enfin à comprendre pourquoi c'était si dur, même quand rien ne l'expliquait extérieurement. Qu'est-ce que ce trouble laisse lorsqu'il n'est pas reconnu?
Le TDAH non diagnostiqué n'est pas neutre, il n'est pas en sommeil. Il agit, toujours en silence, à travers les conséquences qui s'enracinent profondément dans l'estime de soi, dans les choix de vie, dans la santé mentale. Ce sont des dommages collatéraux du non-dit. Alors, parmi les plus fréquents, il y a la fatigue mentale chronique, liée à la permanente. Il y a le sentiment d'inefficacité personnelle, même après des réussites objectives. Il y a également cette hypervigilance cognitive et émotionnelle, anticiper, contrôler, se justifier, un doute permanent sur sa valeur ou sa normalité, l'évitement des responsabilités ou des opportunités par peur de l'échec, une relation aux soins qui est complexe, la honte de consulter, la peur d'en faire trop. Ces impacts ne sont pas spectaculaires, ils sont pernicieux, souterrains, mais ils peuvent empoisonner un parcours entier. Alors là aussi, je vais m'appuyer sur quelques études. L'étude de Michel qui a montré que les adultes ayant un TDAH non diagnostiqué ont un risque accru de troubles anxieux, de dépression et de burn-out, comparé à ceux qui ont été diagnostiqués et traités. Et puis Barclay a montré également qu'il y avait des difficultés significatives dans les sphères professionnelles, conjugales et sociales, et un risque de mésestime de soi et de comportement d'évitement. Alors là encore, un petit témoignage. J'ai passé 15 ans à croire que j'étais paresseuse, que je sabotais tout ce que je commençais. Mon entourage me trouvait brillante mais instable. Mais je me sentais cassée. Le jour où une psychiatre m'a parlé de TDAH, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème. C'était le silence autour de ce que je vivais. Et qu'est-ce que cela change de reconnaître ces impacts? Une fois que vous commencez à identifier ces traces invisibles, vous pouvez enfin vous déculpabiliser. Ce que vous ressentez a une explication neurodéveloppementale. Vous pouvez enfin sortir du piège de la suradaptation. Vous pouvez enfin ouvrir un espace pour réparer et non juste améliorer la productivité. Vous pouvez enfin accepter que se connaître, c'est aussi reconnaître ce qu'on a traversé sans soutien. Ce n'est pas une plainte, c'est une reconstruction. Il est important de nommer les besoins non attendus. Vous aider à poser des mots sur ce qui vous a manqué. Pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, mais parce que votre besoin spécifique n'était pas visible, ni pour vous, ni pour les autres. En les nommant aujourd'hui, vous pouvez cesser de vous en vouloir et commencer à les respecter. Ces besoins que vous n'avez pas su ou pas pu formuler, quand le TDAH n'était pas reconnu, il ne s'efface pas, il se dissimule derrière des efforts démesurés. Pour fonctionner comme tout le monde, vous avez peut-être développé des stratégies de contrôle, de vigilance ou d'isolement. Mais ce faisant, vous avez étouffé des besoins fondamentaux, souvent depuis l'enfance. Le besoin de temps structuré, d'aide concrète, de routine simple, le besoin d'environnement calme, de pause, de repères stables, le besoin d'accompagnement émotionnel, de validation, de permission d'échouer, ce besoin d'expression sensorielle ou motrice souvent bridé. Tiens-toi tranquille. Enfin, ce besoin de reconnaissance pour l'effort, pas seulement pour le résultat, mais pour tout ce qui était accompli pour arriver à ce résultat. Ces besoins non reconnus ont souvent été remplacés par des injonctions inverses. Mais fais donc un effort. Arrête de te disperser. Tu veux toujours faire autrement. Et à force, vous avez cru que ces besoins n'étaient pas légitimes. Je vous les remarque. Besoin de temps, d'environnement calme, d'accompagnement émotionnel, d'expression sensorielle ou motrice et de reconnaissance de l'effort. Alors, comme toujours, je vous précise sur quelle étude scientifique je me suis appuyée. Les travaux de Littman et de Ramsey Rostin, donc qui datent de 2016 et 2019, ont mis en évidence que les adultes TDAH ont souvent intégré des mécanismes d'hypercontrôle émotionnel et d'auto-injonction parce qu'ils n'ont pas eu de reconnaissance de leurs besoins spécifiques dans l'enfance. Et donc, je vous recommande l'étude suivante qui explore en profondeur les expériences vécues par les adultes avec un TDAH, en mettant en lumière les défis quotidiens, les effets perçus du trouble et les obstacles rencontrés dans l'accès aux services de santé mentale. Les résultats soulignent l'importance de reconnaître et de répondre aux besoins spécifiques de cette population pour améliorer leur qualité de vie.
Donc, c'est l'étude de Waters et collaborateurs. Voici toujours une petite illustration. Je n'avais pas besoin qu'on me dise de me taire ou de me calmer, j'avais besoin qu'on me donne un cadre, un tableau, une routine, une façon de structurer mon énergie. J'avais besoin qu'on m'écoute, pas qu'on me juge. J'aurais juste eu besoin qu'on m'aide à m'organiser, pas qu'on me reproche mon désordre. Et pourquoi c'est fondamental aujourd'hui? Si vous ne nommez pas ces besoins, vous continuez à vous demander pourquoi les choses simples sont si épuisantes. Vous continuez à vous en vouloir de ne pas être assez autonome ou assez efficace, et vous tentez de rentrer dans les cadres qui ne vous conviennent pas. Mais une fois que vous les nommez et que vous les assumez, vous pouvez reconstruire un environnement, un rythme, une relation au monde qui vous respecte. Nommer n'est pas une faiblesse, c'est un acte de soin. Alors nous avons vu nommer les besoins, maintenant le E final de éclairer le diagnostic d'adulte. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer que le diagnostic du TDAH à l'âge adulte ne repose pas uniquement sur les symptômes de l'adulte, mais sur la cohérence d'un parcours. Un diagnostic juste éclaire une histoire. Il ne vous enferme pas, il vous explique. Il ne sert pas à prouver que vous allez mal, mais à comprendre pourquoi, comment et surtout quoi faire maintenant. Le diagnostic adulte n'est pas une simple liste. Contrairement à ce qu'on croit, il ne se résume pas à causer des cases sur un questionnaire. Il repose sur 3 piliers principaux. Une anamnèse minutieuse pour retracer les signes présents avant 12 ans, même s'ils n'ont pas été reconnus à l'époque. Pour faire une analyse fonctionnelle du quotidien actuel, attention, impulsivité, régulation émotionnelle, mémoire de travail, et de faire un recoupement des sources entre l'auto-évaluation, l'entretien clinique, l'anamnèse, parfois des outils de repérage validés. Sans relecture du passé, on risque de confondre le TDAH avec d'autres troubles, l'anxiété, la dépression, les troubles borderline, ou de passer à côté de la dimension neurodéveloppementale. Alors, je vous rappelle que dans le DSM-5, donc qui recouvre tous les diagnostics, il faut pour porter le diagnostic du TDAH que les symptômes aient été présents avant l'âge de 12 ans, même si le diagnostic n'a jamais été posé. Donc, on peut quelquefois retrouver, on le verra dans un exemple, à travers, par exemple, les commentaires de ses professeurs. Et une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui regroupe beaucoup d'autres analyses, montre que le TDAH persiste à l'âge adulte dans plus de 60% des cas et que les formes atténuées sont souvent mal diagnostiquées ou interprétées à tort comme des troubles de la personnalité. Alors, quand le diagnostic est absent et erroné, sans diagnostic ou avec un diagnostic incomplet, les adultes peuvent recevoir des traitements inadaptés. Par exemple, ils peuvent recevoir des antidépresseurs qui n'auront aucun effet sur la concentration. Ils peuvent s'enfermer dans des scénarios d'échecs répétitifs qu'ils interprètent comme des traits de personnalité. Surtout, ils ne vont jamais demander d'aide ou ils vont en demander trop tard. Certains sont même diagnostiqués à tort avec des troubles de l'humeur, des troubles anxieux graves, voire des pathologies plus graves, alors que le noyau central est un fonctionnement TDAH non reconnu. Voilà ce que dit une personne. Quand le psychiatre m'a dit que ce n'était pas un trouble anxieux, mais un TDAH, j'ai d'abord douté. Puis j'ai relu tous les bulletins de mon enfance. Et là, ça m'a frappé. Les oublis, la rêverie, les consignes non suivies, tout y était, mais on n'avait pas su le voir. Ce que le diagnostic permet, quand il est posé avec sérieux, c'est un soulagement. Ce que vous vivez a un nom, un cadre, une logique. C'est un outil pour adapter votre environnement, vos attentes, vos stratégies. C'est une relecture possible de votre histoire, pas pour l'effacer, mais pour la comprendre avec plus de justesse et parfois aussi plus de tendresse envers vous-même. C'est un bon rythme. Ce n'est pas une étiquette, c'est une lumière portée sur votre trajectoire. En conclusion, eh bien, vous venez de parcourir un chemin en 6 étapes. Un chemin qui, je l'espère, n'a pas seulement informé, mais éclairé. À travers l'arborescence racine,
Vous avez vu que le TDAH adulte n'est pas un trouble soudain, mais une trajectoire silencieuse, parfois invisible, souvent mal comprise. Nous avons relu le passé, R, analysé les premiers signes, A, compris l'évolution des symptômes, C, identifié les impacts invisibles, I, nommé les besoins oubliés, N, et enfin éclairer ce qu'un diagnostic adulte peut ou ne peut pas vous apporter, c'est le E. Et peut-être à ce stade, une question vous habite. Comment savoir si cela me concerne vraiment? Alors je vous propose quelques repères pour aller plus loin. Bien tout d'abord, il y a la possibilité de consulter des spécialistes et ils peuvent s'appuyer sur des questionnaires spécifiques pour adultes, validés scientifiquement. Ils ne posent pas eux seuls un diagnostic, mais ils peuvent vous offrir un miroir, vous aider à poser les bonnes questions. Alors voici le nom de ces différents tests, questionnaires. L'ASRS, qui est gratuit, qui est diffusé par l'OMS, c'est un bon point de départ. Le VURS, qui explore votre souvenir d'enfance. Le DIVA, qui est utilisé par les professionnels, qui est un outil d'entretien structuré qui intègre le développement de l'enfant. Et pour ceux qui souhaitent une évaluation plus poussée, des outils comme le CARS. C'est élaboré par l'OMS et basé sur les bases du DSM-4, donc avant le DSM-5, encore largement utilisé aujourd'hui. Il y a d'une part un screening rapide en 6 questions, puis une évaluation plus large en 18 items. Il est disponible gratuitement dans plusieurs langues et il est utilisé comme outil de première ligne en consultation ou en auto-évaluation. Le VURS explore votre souvenir d'enfance. Il est conçu pour évaluer les signes présents dans l'enfance à partir du souvenir de l'adulte. Il est très utile dans une démarche d'anamnèse en complément des symptômes actuels. Le DIVA est utilisé par des professionnels formés. C'est un outil d'entretien structuré qui intègre le développement de l'enfant. Il n'est pas auto-administrable, mais il est considéré comme un gold standard en consultation. Et enfin, donc, le CARS, qui est dérivé du CONER, ce que vous connaissez sans doute, il est plus complet, il est utilisé par les professionnels, il permet une analyse fine du profil, mais il est payant, il est réservé à un usage clinique. Alors, je voudrais vous dire une phrase. Le diagnostic ne changera pas ce que vous êtes, mais il peut changer la manière dont vous vous racontez et donc la manière dont vous vous relevez, dont vous avancez et dont vous accompagnez peut-être vos enfants. On ne choisit pas ses racines, mais on peut toujours choisir ce que l'on en fait. Alors si cette présentation vous a plu, bien je vous propose aussi d'aller un peu plus loin. C'est ce que vous aurez dans le coffret de Fabienne. C'est une autre formation que j'ai appelée TDAH Soleil. Soleil, c'est justement la possibilité de retrouver les lésions d'estime de soi qui ont été intériorisées longuement et qui perturbent encore. Le TDAH se soigne, ces difficultés d'attention, il y a des médicaments, des thérapies, mais ces blessures de l'estime de soi, elles restent encore là. Et donc, dans cette formation que vous pourrez suivre en deuxième, vous trouverez donc de quoi initier des gestes de réparation concrète et laisser émerger une image de soi restaurée. Donc, j'ai là également utilisé un acronyme que j'ai appelé Soleil. Après un temps un peu gris dans l'enfance, on peut retrouver le soleil à l'âge adulte. Et si vous ressentez le besoin de poser une question ou simplement de partager ce que cette présentation a réveillé pour vous, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante docnsb@mypediatre.com. Je ne vous promets pas une réponse immédiate, mais je lirai chaque message avec respect et attention et j'y répondrai, soyez-en sûrs. Alors, je vous remercie. À bientôt. Voilà, donc on se retrouve tout de suite juste après cette merveilleuse conférence que vous a proposée Nicole. Donc sur tout ce qui était l'enfance et les symptômes que vous pouvez peut-être ou pas retrouver à l'âge adulte. Donc écoute Nicole, je te laisse si tu voulais rajouter quelque chose suite à cette conférence. Oui, je pense que vous avez compris que les manifestations chez l'enfant laissent des empreintes à l'âge adulte, donc pas forcément des pathologies. Quelquefois, on a appris à faire avec, à les contourner, à les
euh, travailler pour que ça ne se gêne pas trop dans la vie, mais il restera toujours une petite fragilité. Et je pense que quand on le sait, eh bien, on réussit vraiment à surmonter cette gêne. Et donc, c'est vraiment ce que j'espère vous apporter. Et je pense que même pour ceux ou celles qui ne souffrent pas réellement de troubles déficitaires de l'attention, mais qui, comme tout le monde, ont des difficultés d'attention, puisque notre vie quotidienne nous pousse à être dans des situations où c'est difficile de fixer son attention en permanence, je pense que vous trouverez des petites pistes qui vous aideront à passer ces chemins un peu difficiles. Voilà, Ouais, c'est ça. Et quitte à même en faire des forces. tout à fait. Mm. Bah, écoute, merci Nicole. Donc si vous souhaitez laisser un commentaire ou nous dire ce que vous avez retenu de cette conférence ou si vous avez une question, bah, vous avez un espace commentaire sous cette vidéo où vous pouvez donc laisser un petit mot, un petit, une petite phrase, enfin voilà, ce que vous souhaitez ou un remerciement à Nicole. Donc n'hésitez pas à laisser votre petite touche personnelle aussi. Et puis donc si vous voulez suivre les actualités de Nicole, vous avez sous cette vidéo les liens vers ses réseaux sociaux, vers son site. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir tout ce que propose Nicole. Voilà, bah, merci à toi Nicole et donc on se retrouve nous sur une autre conférence du sommet de l'adulte. Merci.